Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix. Natacha Polony. Natacha Polony, mesdames, messieurs, la journaliste qui ose afficher ses opinions politiques. Elle a 2 seins droits. Attendez. Bah oui. Je suis pas sûre. Ma fiche est pourrie. Hein. Autre terrien invité ce soir, le directeur de l'agence de voyage préférée des stars, Frédéric Lopez. Et Christophe Beaugrand. Christophe, bonsoir. Vous présentez Secret Story sur TF1 et NT1. Oui. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Vous les trouvez où, tous ces débiles? Ils sont partout. Ce sont des terriens, comme vous et moi. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Linda De Souza. La chanteuse star des années 80 nous racontera pourquoi elle se retrouve aujourd'hui complètement ruinée. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Bravo. Mon café, putain. Non mais c'est dingue. Mon café, Tom. Voilà. Ça va Thierry? Bonsoir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est un coca sans sucre et puis voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Ça va, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Bon, cool. Petit débrief de la semaine dernière. Thierry, vous avez pleuré lors de la dernière émission en écoutant une chanson d'Enrico Macias. Moi aussi, ça me fait toujours le même effet. Quand j'entends le mendiant de l'amour, j'ai envie de chialer. Ouais. Pas pour les mêmes raisons que vous, mais voilà. Alors, quand on regarde le plateau ce soir, c'est bien. C'est beau, c'est vrai. Bon, alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une émission de télé ou un congrès de dentistes tellement il y a de dents blanches, mais c'est beau. Hein. Non. Frédéric Lopez, c'est la classe, il a inventé plein de super concepts d'émissions. Ouais. Rendez-vous en terre inconnue, c'est lui. Hein. Tu sais, tu prends une star et tu l'emmènes dans un pays où il voulait pas aller à la base. Il l'a fait avec Arthur. Hein. Frédéric, il l'a emmené au Pérou. En Belgique, c'est pas de sa faute. Mais... Alors, le rituel, c'est de bander les yeux de la star à l'aéroport pour cacher la destination. Bon, sauf avec Gilbert Montagnier, forcément. Non, mais à la place, il lui avait bouché le nez. Et... Non, d'ailleurs, si jamais vous voulez faire rendez-vous en terre inconnue avec Thierry, lui bandez pas les yeux, parce que ça va lui rappeler ses soirées aux chandelles, ça va l'exciter. Alors, Frédéric Lopez, vous venez nous voir pour votre nouvelle émission sur France 2, où il y aura des humoristes, 4 invités, 1, 2, 3, 4, un groupe de musique... Comment ça se passe, Thierry? Vous allez vous laisser marcher sur les couilles jusqu'au bout de l'émission ou Non, on attend un petit peu. Réagir comme d'habitude. Natacha Polony aussi, c'est beau, c'est une rousse avec un air strict habillée en cuir et qui est de droite. Bref, la fille cachée de Mylène Farmer et d'Alain Juppé. Alors Natacha, vous allez présenter une nouvelle émission sur Paris Première, Polonium, que vous enregistrez au bain. Thierry, à l'époque, bain de minuit, c'était au bain-douche, c'est ça? J'appelle l'avocat tout de suite ou comment ça se passe au niveau des droits d'émission, putain. Alors, votre mari, Natacha, est critique gastronomique et j'ai lu quelque part que dans votre propre maison, vous n'avez pas le droit de pénétrer dans votre propre cuisine. Oui, c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est sa cuisine. Du coup, Frédéric, vous voulez pas faire un terrain inconnu chez Mobile Pie avec Natacha? Voilà. Christophe Beaugrand, vous êtes l'animateur de Secret Story. Christophe, vous avez dit présenter Secret Story, c'était votre vœu le plus cher. J'ai dit ça? Oui, vous avez... Alors... On raconte vraiment... Oui, on dit des conneries dans la presse. Si c'est votre vœu le plus cher, je vous le dis, j'ai pas envie de savoir c'est quoi votre vœu le plus pourri. Ça, ouais. Alors d'ailleurs, Thierry, vous pourriez participer à Secret Story. Mais je serais ravi. Bah ouais, j'ai trouvé un secret déjà, c'est je fais les meilleures audiences de Canal+ et personne ne le sait.
Mesdames et messieurs, ma mission ici est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Frédéric Lopez. Alors Frédéric, dans votre jeunesse, vous avez déménagé pas moins de 19 fois. Est-ce que vous savez qu'il y a des gitans beaucoup plus sédentaires que vous? Christophe Beaugrand, vous avez participé à l'émission Splatch sur TF1. C'était quoi le plus dur, le plongeon de 10 mètres ou se balader en slip devant 5 millions de gens? Bah, c'était un maillot large quand même. Hein. Oh, mais il y avait une couille qui dépassait des fois. Faut faire gaffe. Ouais. Natacha Polony. Alors Natacha, vous aviez déjà atteint votre taille adulte à l'âge de 12 ans. Vous avez d'autres points communs avec Mimi Mati ou pas? Bon, Thierry, j'y vais. Bah, c'est parfait. Écoute, franchement, je pense qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Le 4 novembre, Frédéric Lopez va récupérer enfin sa case du mercredi soir sur France 2. Ça n'est que justice. Il est au top. Frédéric Lopez, rebonsoir. Ça y est. Vous revenez sur France 2. Ça s'appelle Folie passagère. Et c'est le 4 novembre à 22h35. Alors, vous êtes resté très secret sur le concept de cette émission parce que, dites-vous, dans ce métier, des gens vivent sur les idées des autres. Alors, j'ai arrêté de balancer sur Alessandra Sublet, vous avez comme 10 mètres quand même. Mais vous savez que c'est la première fois de ma vie que je dis une phrase que quelqu'un avait prononcée avant, et cette phrase, c'était de vous. Vous l'aviez dit. C'est la première fois que je vois ça. Tu lui dis un truc, il dit c'est de vous. Alors, je crois que vous avez eu une très bonne idée, de toute façon, pour cette émission, c'est de ne pas la faire au premier étage de la Tour Eiffel. Alors, le concept, c'est très compliqué. Vous voulez quoi? Qu'à la fin, tous les invités fassent l'amour ensemble? J'ai déjà essayé, c'est très compliqué. Hein. C'est vrai? Ouais, je vous conseille pas. Si je la résume en une phrase, c'est qu'on va célébrer les gens les plus inspirants de ce pays et révéler leur sens de l'autodérision. Et je suis pas invité. Si, j'espère bien que vous allez venir. Alors, ce qu'on sait du concept, c'est que vous y travaillez depuis 3 ans, que ça ressemblera à rien qu'on ait déjà vu, que vous recevrez un artiste, un champion, un savant et un citoyen, mais qu'en plus, il y aura 11 humoristes qui interpréteront des personnages récurrents, que les rencontres avec les invités seront scénarisées en mini-fiction, et en plus, il y a Alexandre Jardin. Alors là, je vais vous dire, c'est du jamais vu, ça, c'est sûr. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une surprise toutes les 4 minutes. Oh putain. Qu'on va beaucoup rire. Ouais. Qu'il y aura des moments très émouvants. Ouais. Que les invités, quand je leur ai demandé à un moment donné, bon, alors sur l'échelle du bonheur de 0 à 20, vous êtes à combien? Ils m'ont dit 21. Ah ouais. Si les téléspectateurs sont à 21, le pari est gagné. Ouais. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, le plus simple, c'est de regarder. On va regarder quelques images. Sympa. On dirait un début de partouze un peu, non? Non, franchement. Non, c'est vrai que c'est la première fois que je montre l'équipe, en fait. Hein. J'ai mis 3 ans à réunir tous ces gens. Et c'est vrai que ça me faisait plaisir, aujourd'hui, à 48 ans, d'arriver à l'antenne, pas tout seul, mais d'être accompagné de plein de gens qui sont chouettes. C'est une émission de plateau. Vous imaginez le bonheur de vos équipes, quand même, qui vont pouvoir tourner à la Plaine Saint-Denis, avec des toilettes et de l'eau potable. Je leur devais ça. Ouais. Parce que les mecs, ils portaient des caméras dans la boue avec la tourista pendant des jours entiers. Là, ça doit leur faire un changement. Hein. Alors le problème, c'est qu'avec tout ça, Rendez-vous en terre inconnue va se raréfier, malheureusement. Je vais m'organiser, promis, promis. Il y en aura 2 par an. La dernière, c'est Clovis Cornillac. C'est pas facile de trouver un endroit où les gens n'ont pas vu Astérix aux Jeux Olympiques. Un endroit où personne se moque de Clovis Cornillac. Vous l'avez emmené où? Je l'ai pas encore dit. Il est incroyable. C'est le seul mec que je connaisse qui peut garder des secrets. C'est un peu... Il pourrait pas faire son émission. Bah non. Il est incroyable. Partager un petit peu quand même. C'est pour le mois de mars. Ah, il a dit au mois de mars. Ah. Ça progresse quand même. Alors, ce qui est très difficile,
c'est de trouver des tribus très éloignées, très primitives comme ça. Alors, ils ont un truc, ils les appellent au téléphone, et si les gens répondent, ils les prennent pas. Et alors, votre plus beaucoup, c'est ça. Là, je dois dire, c'est extraordinaire. Vous combattez les préjugés en montrant que les Noirs peuvent avoir des petites bites. Quoi. Parce que... Non, parce que ça redonne confiance pour nous, quoi. Alors, attendez, faut que je vous donne... Bravo. Je vous avoue que c'est pas ce que vous venez de dire, en fait, hein, c'est pas un problème de taille, c'est qu'en fait, ils la mettent dans une petite feuille, c'est un petit paquet, comme ça, tac, tac. Et en fait, 6 mois plus tard, en rentrant, dans une soirée un peu arrosée, en fait, tous les gens de l'équipe ont avoué qu'ils avaient essayé. Vous êtes heureux? Bah, en ce moment, oui, c'est des instants, hein, donc là, tout de suite, oui. Est-ce que c'est si important que ça d'être heureux? Est-ce que vous pensez pas qu'on en fait un peu trop avec cette histoire de bonheur? Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison, j'ai passé ma vie à chercher un état qui n'existe pas. Ouais. Le bonheur, c'est un bénéfice secondaire. Oui. C'est-à-dire que si on cherche le bonheur, d'abord, on risque de ne pas le trouver. Ouais. Et ensuite, on risque de ne pas faire grand-chose d'intelligent. Voilà. En revanche, quand on accomplit des grandes choses, peut-être Eh ben que le voilà. bonheur peut venir à côté. Et ben voilà, c'était la P1 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Natacha Polony, de Frédéric Lopez, de Christophe Beaugrand. Alors Frédéric, je vais pas recommencer comme avec Drucker, mais vous m'avez jamais proposé de faire Rendez-vous en terre inconnue. Alors, Drucker, Lopez, qu'est-ce que vous avez tous contre moi? Moi aussi, j'avais envie de pleurer devant des gens formidables, qui n'ont rien et qui sont heureux. Pourquoi pas moi? On y va? On va déjà faire un petit échantillon. Alors, j'ai envie de dire, putain, waouh! Qu'est-ce que c'est beau! C'est là qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas grand-chose à la surface de la Terre, non? Ouais. Et cette prise de conscience, pour vous, c'est pas trop dur? C'est difficile parce que d'un seul coup, je me rends compte de ma nullité quand je suis dans un paysage pareil. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si, mais si! J'ai déjà traversé le désert, moi. Ça durait 3 ans. Moi aussi, 3 fois. Ouais. C'est El Kabash, moi, qui m'avait viré, et vous? Ouais, je veux pas dire leur nom parce qu'ils sont encore vivants. Ah! Bah, El Kabash, ah bah il est mort, oui. Ce sable qui nous entoure, qui glisse dans nos mains, est-ce que c'est pas un peu comme nos existences, finalement, qui glissent aussi dans nos mains? Et comment je vous kiffe dans le désert, vous êtes poète et tout. Et maintenant qu'on est tous les deux dans le désert, là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez me dire que vous n'avez jamais dit à personne, Frédéric? Je crois que c'est la première fois que je suis aussi heureux de ma vie. Waouh! Je suis content. C'est super bien. Le voyage que vous avez préféré, c'est lequel, Frédéric? Alors, c'est difficile de répondre, mais au-delà du cercle polaire, à moins 35 degrés, Ouais. quand il y a 6 rennes qui vous transportent et vous êtes sur un traîneau de rennes, Ouais. le soleil se couche pendant plusieurs heures. Ouais. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Celui qui vous a fait le plus chier. Alors, bah, vous savez bien. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Mais non, je ne veux pas dire de nom. Mais C'est terrible parce que maintenant, tous les gens, dans tous ces pays-là, croient que les Français ressemblent à Gérard Jugnot. non, ce que je peux dire, c'est que je suis parti avec une tripotée d'hypocondriaques. Ouais. Et je me rappelle de Patrick Timsit dans La Jungle qui dit au chaman, tu sais, je dors pas la nuit, est-ce que t'aurais un truc pour moi? Il pense qu'il voulait sortir une petite herbe de derrière. Il le prend pour un rebouteux, le chaman. Ouais. Et le mec le regarde dans les yeux, ça marche pour tout le monde, écoutez bien, il lui dit, ne pense pas à demain. Je crois qu'il lui avait donné du Lexomil. Non. Alors, en fait, la question que tout le monde se pose, c'est celui ou celle qui a couché avec des autochtones. Qui... Alors, il y en a qui ont essayé. C'est pas vrai. Non, il y a eu beaucoup d'amour, mais c'était que platonique. Et les Maasai, parce que les Maasai, ils sont gaulés. Vous aurez la question à Mélissa Torio? Ah, c'est Mélissa Torio. La question de taille, ça a dû la changer, alors. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup galéré pour y arriver. Tout ça, finalement, pour vous retrouver au fin fond du désert avec ce connard d'Ardisson. Est-ce que ça méritait tout ça?
C'est vrai que quand je réfléchis, c'est beaucoup d'obstacles. Franchement. Si c'était à refaire. Est-ce que ça vaut le coup d'investir une vie pour se retrouver là, comme deux cons? Chaque fois que vous êtes loin comme ça, est-ce que ça vous donne envie de chanter pour ceux qui sont loin de chez eux? Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Oh là là! Si on avait la guitare et le feu de camp, putain! Christophe Beaugrand, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. Alors, je voudrais commencer en vous rendant hommage. Ah bon? Vous avez eu récemment le courage d'assumer publiquement votre différence, Christophe. Vous êtes désormais un exemple pour beaucoup. Vous avez brisé un tabou en disant qu'on pouvait très bien être animateur sur TF1 sans devoir le cacher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça a été difficile, notamment par rapport à ma famille, évidemment. Ouais. Le regard des autres, c'est toujours compliqué. Ouais. Mais j'ai l'impression que depuis que j'en ai parlé, ça se passe mieux. Attendez, Voilà. c'est pas honteux, c'est comme ça. Il n'y a aucune raison de vous rejeter parce que vous êtes animateur sur TF1. Non, mais après, je veux pas jeter la pierre aux autres. C'est que la différence, ça fait peur. Ils osent pas le dire, les autres. Hein. Mais voilà, Il y en a beaucoup qui osent pas le dire. Ouais, mais bon, parfois ça se voit. C'est ça le problème. C'est courageux. Bah oui, vous savez quoi, très courageux. Ça m'a ôté d'un poids, là, d'un coup. L'avantage, c'est que maintenant, sur TF1, vous êtes l'ambassadeur de la charte LGBT contre les discriminations. Est-ce qu'on peut espérer un charte TF1 à la prochaine Gay Pride? Mais alors, vous savez quoi? Pourquoi pas hein. Moi, Ouais. je suis open. Vous serez dessus, en tous les cas. Mais pourquoi pas? Je ne Oui. sais pas. Mais c'est une chaîne beaucoup plus open que peut-être le grand public pourrait le croire. Moi Ouais. qui suis allé, qui m'ai pas mal brûlé ma bosse dans le monde médiatique, y compris ici à Canal+. Quand vous étiez à Canal, le quand j'étais producteur de la matinale Ouais. vous disait de ne pas dévoiler votre homosexualité. Enfin, je pense qu'il voulait simplement pas que je passe pour l'homo de service, donc il préférait que j'en parle pas. Ouais. Mais quand je faisais des blagues qui pouvaient être mal perçues, par Ouais. exemple, il me disait non, faut pas que t'en parles, on veut pas que t'en parles. À aucun moment on ne m'a demandé des choses comme ça quand Ouais. j'ai travaillé avec Laurent Ruquier sur Europe 1, aujourd'hui sur RTL et maintenant sur TF1. Donc à un moment donné, je viens pas avec je suis pas un porte-drapeau de quoi que ce soit. Non. J'en parle pas tout le temps, mais Ouais. si vous m'en parlez. Je vais vous dire quand même un truc, Christophe, on s'en doutait un peu, regardez. Là, on voit bien tout de suite que vous ne savez pas mettre la main au cul d'une fille, par exemple. Vous êtes cruel. Après, il y a eu ça. Oui. Là, je crois que là, c'était quand même des indices assez Ça fait sérieux. beaucoup rire Natacha. C'était pour les besoins d'un tournage pour 50 Minutes Inside, qui est en fait une émission crypto-gay, comme Ouais. vous l'avez compris. Voilà. Et puis, il y a ça. Bon, là, on a tous compris quand on a vu ça, évidemment. Là, Oui, ben c'est ça. donc, vous présentez sur TF1 tous les vendredis à 23h35 l'hebdomadaire de Secret Story, la quotidienne. C'est sur NT1 tous les jours à 18h10. Voilà. Vous succédez donc à Benjamin Castaldi. Vous n'avez pas peur d'avoir une grosse mâchoire à la fin? Non, mais attendez. Ce que je vais surtout avoir à la fin de la saison, c'est que je vais avoir beaucoup de directs dans les pattes, comme Ouais. Benjamin en a eu pendant, Ben voilà. pendant Et 8 ça ans. va vous aider. Donc je ne sais pas si la mâchoire va grandir, mais en tout cas, je m'amuse. Alors, le concept, c'est très simple. Hein. C'est des filles qui ont des gros seins, qui s'engueulent avec des gays, tandis qu'un mec très chelou essaye de cacher qu'il a été serial killer. Bon, c'est un concept. Non, mais alors ça a changé cette année. Ah. Ouais. On n'a pas de candidat gay, par exemple. Ah bon? Il y a le présentateur, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Je suis d'accord. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Ça cartonne. Sur NT1, c'est-à-dire personne ne connaît la chaîne. Et, non, mais c'est vrai. Et le mec a 900 000 sur une chaîne que personne ne connaît. Donc vous n'avez pas totalement tort. C'est-à-dire que Il y a des gens sur des chaînes que tout le monde connaît qui sont en dessous. C'est pas faux. Alors c'est dingue, hein. Il y a des secrets incroyables. Il y a une fille, je suis candidate à Secret Story, mais je sais lire. C'est vrai que C'est facile. personne pouvait trouver ça. C'est vrai. Non mais vous, c'est quand même un Becherel qui meurt tous les jours, Secret Story. Parfois, mais vous savez, moi je souffre beaucoup, même quand je regarde parfois des journaux d'information, quand j'écoute des flashs à la radio, je crains que le Becherel, on arrache des pages assez régulièrement et pas C'est uniquement vrai. dans les émissions de Le divertissement, Becherel c'est est ça le mort. problème. Non mais vous avez fait Hippocagne.
Oui, je sais. C'est dingue. Le mec a fait Hippocagne et toute la journée, il entend des trucs genre « C'est quelque chose que je fais pas exprès, moi. Non, il y a un Ça truc- doit vous tuer, ça. Ouais, normal. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent beaucoup, ils utilisent beaucoup le verbe croiver. Ah oui. Alors, ça, c'est un truc que je croive pas, par exemple. Ça, le verbe croiver, je comprends pas. Oui, on voit pas Ça d'où me ça dépasse un petit peu. Mais... On regarde à quoi ça ressemble. Je vais vous faire découvrir les secrets de la Maison des Secrets. Et pour débuter ce secret d'histoire story, je me trouve dans le sérail, le salon des habitants de la Maison des Secrets. Et comme le disait si bien Victor Hugo, personne ne garde un secret comme un enfant. Qui est Victor Hugo? La question. Qui est Victor Hugo? Ok, c'est bon, c'est une station de métro. Question suivante. Bah, Non, je sais. non, c'est sûr, c'est un collège. Si, Mais je non. sais. Je me suis fait virer de ce collège. C'est pas un collègue, c'est un chanteur, Victor Hugo. Non. C'est un chanteur, Victor Hugo frais. C'est un fameux trois mains, frais comme un saumon. T'es frais comme un gardon déjà. Ouais, Et bah, saumon, d'une. gardon. Et de deux, c'est une station de métro. Vas-y, je le sais. Il y a Franck Montparnasse, il y a Guy Moquet, Victor Hugo. Et après, plus loin, il y a Patrick Châtelet. Non, mais on n'en est pas loin. C'est une parodie de votre ami Arthur. Faudrait que je le fasse avec la voix de Stéphane Bern pour essayer un de ces jours. Ouais. Je peux le faire pour vous faire plaisir. Bienvenue dans Secret d'Histoire Story. Ah, oui. Je pourrais vous le faire. Si Jacques Martin était là, il serait fier de vous. Je ne sais pas, j'espère. Il a commencé dans Sous vos applaudissements avec Jacques Martin. J'étais un peu... voilà, j'étais pas très Un sexy. peu, un peu enveloppé. J'étais Bon, un peu enveloppé, ouais. j'étais Vous êtes acnéique. beaucoup plus beau maintenant. Merci. c'est Vous voulez me pécho? Bah, maintenant, non. En tous les cas, la vie est belle. Regarde-le. Le mec, franchement, énorme. C'est mon slip. t'es en vacances, tu montes ta bite, Voilà. tu la mets sur Internet et les gens font « I like it ». J'ai honte, pardon. J'ai un peu honte. Bon, enlevez la photo parce que je peux plus bosser, moi, voilà ça. Bon, alors, Oh là là. c'est vrai que cette année, dans la Maison des Secrets, la voix, c'est Lionel Jospin, c'est vrai? Ah non, mais alors c'est pas une mauvaise idée ça. Ouais, ben ce soir, ça va être moi. Oh merde. Interview, la voix. Ici, La voix. Christophe, tu dois essayer de te toucher le nez avec la langue. Maintenant, Christophe, tu dois te lécher le coude. Et qu'est-ce que vous avez avec ma langue? Je sais pas. Ça passera pas là. Non, ça marche pas. Maintenant, Christophe, tu dois t'auto-sucer. Non mais le mec est devenu fou. Mais non, je vais pas faire ça tout de suite. Non, tu sais pas le faire, moi. Non, j'y arrive plus. Ici la voix. Christophe, tu dois dévoiler un secret sur Thierry Ardisson. Tout le monde est persuadé que Thierry Ardisson est un octambule, un mec qui prend de la drogue, qui fait des partous jusqu'à 4h du matin. En Faut réalité... que je rentre à 3h. En réalité, c'est le pire des bonnets de nuit, le mec qui se couche à 20h30 après avoir regardé Plus belle la vie qu'une verveine. Ce type est d'une tristesse absolue. Voilà le secret d'Ardisson. C'est ça la vérité. Christophe, Oui. tu dois me dire parmi les invités avec lesquels tu t'enfermerais bien un moment dans la salle CSA. Tu sais quoi? Non mais c'est quoi? Je vais choisir Natacha Polony parce qu'un petit rendez-vous en terre inconnue, ça pourrait être pas mal. Natacha Polony, rebonsoir. Moi je reste attaché à la douce personne. Alors Natacha, vous avez fait la une de VSD avec cette phrase « Je suis une femme soumise et j'aime ça Oui. ». Personne comprend quand vous faites de l'humour. Hein. C'est un peu mon drame dans Un la peu vie. comme Anthony Cavana. Voilà, c'est ça. En revanche, je vous déclarais, ça y est, je ne suis plus une jeune fille, ni même une jeune femme. Je suis entré dans la catégorie des MILF.
J'espère. Alors j'explique à ma mère, disons, une MILF, c'est une mother I'd like to fuck. C'est une maman que j'aimerais bien baiser. Voilà, Cougar, le problème, c'est que. C'est pas encore cougar. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pathétique. C'est la nana qui drague les petits jeunes et tout. Alors que MILF, elle est draguée par les petits jeunes. C'est un point de vue totalement différent. Je suis ravi que vous arriviez à vous définir en fonction des catégories de films porno. Bah, exactement. Kraftwerk Radioactivity, c'est le générique de l'émission que vous allez présenter tous les vendredis sur Paris Première en deuxième partie de soirée à partir du 30 octobre. Ça s'appelle Polonium, le rendez-vous des électrons libres. Alors, le polonium a été inventé par qui? Marie Curie, qui l'a baptisé du nom de son pays. De son pays, voilà, elle aurait pu appeler ça vodkanium aussi, puisque... Oui, il n'y a que ça là-bas. Vous savez que c'est avec ça qu'Alexandre Litvinenko, l'opposant à Poutine, a été assassiné, avec du polonium. C'est que Yasser Arafat a sans doute été assassiné avec du polonium aussi. Vous êtes mortel. Je suis un vrai poison. On sait au bain. Ouais. Alors il y aura du champagne et puis de l'intelligence pétillante. On va essayer en tout cas. Alors est-ce que vous allez avoir des chroniqueurs ou vous faites le boulot vous-même? J'ai tendance à bosser. Le but n'est pas de faire une émission de télé avec des mecs qui se posent. C'est formidable, moi j'adore ça, mais il y a des gens qui le font très bien. Et en fait, voilà, mettre les invités dans une position où ils ne se souviennent plus qu'ils sont devant les caméras. Tellement ils sont bourrés? Oui, bah aussi. Mais, bon, ça, c'est le vieux truc, mais il ne faut pas le dire avant. Ah, d'accord. Et le principe, c'est de discuter à bâton rompu, parce qu'on est quand même beaucoup plus libre quand on est entre gens de bonne compagnie, autour d'une table, et qu'on s'écharpe, et qu'on va au bout des idées. Concept très original par rapport à tous les talk-shows auxquels vous avez participé. C'est le premier talk-show où on va vous laisser parler. Mais exactement. Est-ce que vous connaissez vos premiers invités? Je vais avoir un invité qui ne fait plus de politique et qui donc est censé avoir une parole libre. Et on va le faire parler de cette liberté, c'est Arnaud Montebourg. Parfait, commencez l'émission. Très bonne. Alors, vous sortez chez Plomb un livre intitulé « Nous sommes la France ». Alors ça, c'est un super slogan pour la présidentielle, non? Je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu sur les défilés du 11 janvier, tout simplement. Pour vous, c'est mieux que « Je suis Charlie » comme slogan? Je suis Charlie, c'était une belle idée marketing, ça a permis de se reconnaître, mais ça a réduit totalement le débat, parce que moi je trouve ça effarant d'aller de façon quasiment terroriste demander aux gens, alors, je suis Charlie, je suis pas Charlie. C'est une réduction de la pensée. C'est-à-dire que, du coup, on s'est retrouvé avec des profs qui, dans les écoles, demandaient à des enfants de CE2 s'ils étaient Charlie, et s'affolaient à juste titre qu'ils répondent « je suis du côté des terroristes », sauf que leur rôle n'était pas de leur demander ça, leur rôle était d'expliquer la complexité, de rentrer dans ce qui pouvait provoquer ce malaise. Pour vous, la contestation de cette minute de silence dans les écoles à l'époque n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, c'est beaucoup plus grave que ça. C'était totalement prévisible. En 2002, des profs ont écrit un livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » parce qu'ils se sont inquiétés de voir, en septembre 2001, des gamins de leur collège ériger Ben Laden en héros. La génération des frères Kouachi, c'est celle qui était au collège quand ce livre a été écrit. Mais on n'a pas voulu voir. Moi, je trouve ça effarant. Le 19 mars 2012, il y a un garçon qui s'appelait Mohamed Merah, qui était français, qui avait passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française, qui est sorti dans la rue après avoir assassiné des militaires d'origine maghrébine d'ailleurs. Il est allé tuer des enfants parce qu'ils étaient juifs. Il n'y a pas eu 4 millions de personnes dans la rue. Pourquoi? C'est là qu'il fallait réagir. Je pense que la seule solution pour répondre à ça, c'est de se demander ce que nous avons en commun, c'est-à-dire ce qu'est la France, c'est d'affronter cette idée, cette question de l'identité nationale. Alors je sais que le mot a été sali par Sarkozy, voilà. Eh bien, reprenons-le, reposons-nous la question, qu'est-ce que nous avons en partage? Alors quel est l'homme politique qui pourrait tenir ce discours avec un certain succès? Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, je cherche. Bon voilà, si vous êtes un homme politique capable de transmettre ce discours, appelez-nous, on fera suivre. Ah oui, on est preneur, moi je prends. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est l'éditorialiste de Challenge, Bruno Roger Petit, que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, Christiane Taubira. On nous cache tout, on nous dit rien. À part Christiane Taubira, qui est vraiment de gauche au gouvernement? Valls a viré Montebourg pour le remplacer par un banquier. Merci en tout cas
pour tout ce que tu as fait. Duflot a cédé la place à Royal, l'écolo pro-nucléaire. Nous ne sortirons pas du nucléaire. Et Philippe Etty a été remplacé par Fleur Pellerin, qui voit la culture comme un business. Avec des croissances à 3 chiffres. Alors franchement, à part Christiane Taubira, qui est vraiment de gauche au gouvernement? L'idéal, c'est que les gens puissent travailler 32 heures dans une semaine, pour avoir du temps pour se consacrer aux autres dans des associations, pour avoir le temps d'aller au musée. Voilà la société dont on peut rêver. Si Taubira était une ministre comme les autres, Valls l'aurait virée depuis longtemps. Mais Taubira n'est pas seulement ministre, c'est un symbole. Et on ne vire pas un symbole. Merci beaucoup. Il y a eu Simone Veil pour l'IVG, Badinter contre la peine de mort, et maintenant Taubira avec le mariage pour tous. Face à elle, la droite dévoile sa part d'ombre. Au FN, les militants la comparent à un singe. À l'UMP, Sarkozy laisse la foule huer son nom. Cette fameuse garde des Sceaux. Mais plus la droite la déteste, plus la gauche l'adore. Alors, tant qu'elle reste au gouvernement, Taubira, c'est tout bénéfice pour Hollande. Pourtant, le bilan de Taubira à la justice n'est pas fameux. La semaine dernière, quand la police manifestait sous ses fenêtres, on pouvait encore la comparer à Badinter, contre qui les flics avaient manifesté lors de l'abolition de la peine de mort. Mais cette semaine, ce sont les avocats qui manifestent. Faut dire que Taubira n'est pas commode. En 3 ans, elle a déjà employé 4 directeurs de cabinet différents. Résultat, la rédaction de ses projets de loi laisse un peu à désirer. En août dernier, le Conseil constitutionnel a censuré 27 articles sur 39 d'une nouvelle loi sur la procédure pénale. Illisible, incohérente. Mais dans le fond, peu importe son bilan. Taubira serait bien plus gênante pour Hollande si elle quittait le gouvernement. Elle qui l'an dernier était acclamée par les frondeurs à La Rochelle, et qui sait, elle pourrait se présenter en 2017. Ce ne serait pas la première fois puisqu'en 2002, elle avait obtenu 2,32% des voix. Résultat, Jospin était éliminé et Le Pen était au 2e tour. Du coup, pas étonnant que François Hollande ne souhaite pas se fâcher avec Taubira. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bruno Roger Petit, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Challenge. Bienvenue parmi nous. Alors, Christiane Taubira déchaîne les passions. On dit qu'elle est provocatrice. C'est un des gros reproches qu'on lui fait. Et c'est vrai qu'elle pratique le manque de concertation, le passage en force. C'est-à-dire que la gauche l'envoie un petit peu en avant-garde, comme ils envoient Macron pour d'autres sujets. Elle s'inscrit dans une tradition de la gauche humaniste, la gauche jaurétienne, avec un petit peu de Clémenceau en elle, question rapport à l'autorité. Et c'est bien d'ailleurs ce que ne supporte pas une partie du bloc réactionnaire français, c'est-à-dire ce qu'elle incarne. C'est-à-dire que vous avez toute quantité de gens qui pleurent quand on critique pendant 3 jours Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. Christiane Taubira, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, mais personne ne s'indigne. On ne peut pas dire ça. Tout le monde s'est indigné, et à juste titre, quand elle a été victime d'attaques racistes absolument ignobles. Donc ça, véritablement, ça ne passe pas. En revanche, on peut quand même remarquer qu'elle a une façon de cliver sur les avocats. C'est très idéologique, sa façon de prendre les choses. Immédiatement, dire il y a les avocats d'affaires, les riches, et il y a les avocats de base. Voilà, c'est une façon d'attaquer, non pas argument contre argument, mais toujours d'essayer d'introduire un biais idéologique qui va, on va dire, délégitimer celui qui ne pense pas de la même façon. Elle ne fait pas de l'idéologie, elle fait de la politique. Et la politique, effectivement, quand on est de gauche, c'est clivé. Je veux dire, moi, je ne vais pas me plaindre de voir une ministre de gauche qui assume d'être de gauche, d'avoir une politique de gauche et de tenir un discours de gauche. C'est pas ça le problème. C'est quelqu'un qui reste dans un gouvernement qui est un gouvernement libéral, qui se fait applaudir par les frondeurs, qui critiquent à juste titre le fait que ce gouvernement ait abandonné totalement ses promesses de campagne. Alors j'aimerais savoir quelle est la vraie gauche là-dedans. Je disais tout à l'heure, Christiane Taubira, elle s'inscrit dans une tradition qui est celle de la Troisième République. Voilà. Pour moi, c'est une héritière de Clémenceau. Elle n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'on raconte. Vous prenez tous les chiffres qui montrent que le taux d'incarcération, c'est le même que c'est Nicolas Sarkozy, le nombre de condamnations, c'est même... Attendez, alors plus qu'on rentre là-dedans, la suppression des peines planchées pour les récidivistes, par exemple, elle est revenue à l'individualisation des peines. Oui, ce qui est une tradition juridique française essentielle. Ça, c'est du laxisme. Mais non. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait en faveur des récidivistes, c'est du laxisme pour nous, les gens. Hein, je parle. Thierry, on va prendre par exemple la question de ce qu'on appelle les primo-délinquants, c'est-à-dire les jeunes gens qui commettent un premier délit. Oui. Bon, vous les mettez en prison, mais tout le monde le sait. Ces gens-là, quand ils arrivent en prison, ils sont confrontés à l'école du crime et ils ressortent
100 fois plus dangereux qu'il n'était avant. Qu'est-ce qu'il faut en faire alors si on ne les met pas en prison? Eh bien, il y a des solutions de substitution, ce que préconise Christiane Taubira. Et moi, je trouve très intéressant qu'on soit dans la pédagogie plutôt que la sanction. Est-ce qu'on ne peut pas penser les deux en même temps? Pédagogie et répression. C'est exactement ce qui se fait, Non, justement, nous avons tous conscience qu'il y a des situations épouvantables en prison. On a des prisons qui sont surpeuplées de façon absolument ignoble. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le premier truc qu'elle fait, c'est d'annuler 24 000 places de prison qui étaient prévues. Il faut expliquer quand même à nos amis téléspectateurs que Sarkozy avait prévu de faire 24 000 places de prison, qu'elle les a annulées parce qu'elle pense qu'il ne faut pas mettre les gens en prison. Non. Elle pense que la prison doit être réservée à une catégorie de délinquants qui, effectivement, méritent la prison. Le problème, c'est le premier traitement du premier acte délictuel. Mais si vous mettez pour 3 fracteurs fracturés un gamin en prison pendant 2 mois, vous allez le transformer dans cette usine à éducation à la délinquance, parce que les prisons, c'est comme ça, vous allez le transformer en délinquant qui passera à des actes plus graves. Un autre exemple, le régime spécifique des récidivistes. Les récidivistes avaient un régime spécifique puisqu'ils étaient récidivistes. Maintenant, les récidivistes vont bénéficier des mêmes réductions de peine que les autres. Et vous savez quand est passée la circulaire là-dessus? Le 9 janvier. Ah oui. Il n'y avait rien d'autre à faire le 9 janvier, alors qu'on avait Hamidi Koulibaly qui venait de tuer une policière et qui était en train de braquer des gens à l'hypercachère. Et le seul truc qu'on a à faire au ministère de la Justice, c'est de signer un truc sur les récidivistes. Excusez-moi, non, c'est pas de l'amalgame, c'est symbolique. Je suis désolée. Il y a un problème de symbole. Non, mais prenons ce point. Pourquoi elle ramène le régime des récidivistes au même niveau que celui des primo-délinquants? C'est quand même... Parce qu'une peine est une peine. Elle doit être adressée à chacun en fonction de l'acte punissable qu'il a commis et non pas en fonction de son passé judiciaire. Pour vous, il n'y a pas de circonstances atténuantes ou circonstances aggravantes, ce qui pourtant est dans le droit français. Parce qu'on ne juge qu'un acte commis par une personne à un moment donné. On ne juge pas l'ensemble d'une œuvre. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais surtout dans la difficile conception. à admettre. Mais je sais, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on vit dans un univers où toute la journée on baigne dans un bain médiatique conservateur où on vous explique que toute idée de progrès, toute idée d'humanisme, même appliquée à des gens délinquants, c'est mal. Bon, je fais avec. Moi, je suis un des derniers mohicans, j'essaie de survivre. Alors, est-ce que vous croyez qu'elle sera toujours ministre après les régionales? Oui. Natacha, vous pensez? Mais tout le monde a besoin d'elle pour continuer à faire croire que ce gouvernement est de gauche. Dernière question, Frédéric Lopez. Est-ce que vous partiriez en terre inconnue avec Christiane Taubira? Alors ma réponse, c'est que je l'ai jamais rencontré et que je pars jamais 15 jours avec quelqu'un avec qui je vais être en fusionnel, on va dormir à 1 mètre l'un de l'autre sans la rencontrer. Il se mouille jamais, lui. Jamais. C'est la vérité, c'est la vérité. Bruno Roger Petit, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la PE de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping Guillon et notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Linda de Souza, la chanteuse star des années 80, nous racontera pourquoi elle se retrouve aujourd'hui ruinée à vous. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Natacha Polony, de Frédéric Lopez, de Christophe Beaugrand. Et nous accueillons notre terrienne du samedi 20h, ce soir, Linda de Souza. Bonsoir. Alors Linda, ancienne femme de chambre devenue star dans les années 80, vous avez vendu plus de 20 millions de disques. Votre autobiographie, La valise en carton, a été un best-seller absolu avec 3 millions d'exemplaires écoulés. De valises en carton sur la terre de France. Un Portugais vient de quitter son Portugal. Aujourd'hui, Linda, vous vivez avec une retraite de femme de ménage de 400 €. Et vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Des larmes d'argent », publié aux éditions Carnet Nord et à 20h dans Salut les terriens. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon.
Commence par des images bouleversantes, celle de François Hollande en Islande tenant dans ses bras un glaçon. Il a 300 ans et va bientôt disparaître, a déclaré le chef de l'État, la voix brisée par l'émotion. Il aura fallu 3 heures d'avion, 6 heures aller-retour, soit 2 tonnes de dioxyde de carbone pour gagner l'Islande et filmer l'agonie de ce glaçon. Salut les Terriens a tenu à rendre hommage aux milliers de glaçons qui ont fondu pour réaliser cette photo. Merci. Rappelons que le président a toujours aimé la glace. En 72, en pleine guerre froide, il était tombé amoureux de Ségolène Royal, surnommée à l'époque Miss Glaçon. Après s'en être pris violemment à Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Nouvel Obs, Jérôme Lavrieux fait part de ses craintes. « Je n'ai pas envie d'apprendre à nager dans 20 cm d'eau comme Robert Boulin. » Écoute-moi bien, Lavrieux. Ouvre bien grand tes écoutilles. J'ai pas l'habitude de me répéter. Les suce-larbins dans ton genre, les donneuses, je les éparpille. Je les correctionne. Je les fume. Si tu veux pas canner dans l'année, voir fleurir le lilas, t'as intérêt à la boucler. Ce que t'as moufté sur Sarko, c'est la première et la dernière fois. C'est pas que je l'aime, le nabo. 3 cm de jambes et le trou du cul tout de suite. Mais on a des intérêts communs. Big Malion, tout le monde a croqué. C'est pas des centaines d'euros, c'est pas des milliers, c'est des milliards. Alors tu t'excuses et tu disparais. Tu gicles, tu caltes. Sinon tu connais le tarif. Boulin et Bérégovoy y ont goûté. Et vu ton profil, c'est pas le paradis qui t'attend, mais les fourches codines de l'enfer. Politique. Lors d'un meeting à Limoges, Nicolas Sarkozy a déclaré « C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. » Fatigue, coup de chaud, burn-out. L'entourage de l'ancien président lui a demandé de clarifier sa pensée. Ce que je voulais dire, c'est très simple. C'est pas parce que je vais prendre un râteau au primaire que je vais me faire poissonnier la veille de Pâques et me mettre la rate au courbouillon. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit dans une bouteille. Alors on prend le taureau par les cornes, on appuie sur le champignon, ça nous évitera d'aller aux fraises. Parce que franchement, cette élection, avec ma bite et mon couteau, au doigt mouillé, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Parce que faire le Tintin, claquer le baigneur, bouffer la grenouille, très peu pour moi. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas piqué de la tarentule. Justice, Oscar Pistorius, libéré après seulement 1 an de prison suite au meurtre de sa femme. Eh oui, les handicapés, on leur pardonne tout. Il y a une sorte de clémence. En plus, ils ont des tas d'avantages, des places de parking réservées, des toilettes hyper grandes, des aides. À Roland-Garros, ce sont les mieux placés. En tout cas, si t'es handicapé et que ta femme te fait chier, 1 an de prison, ça vaut le coup d'y réfléchir. Après Djibril Cissé, Karim Benzema va être entendu dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Une affaire qui pourrait pousser DSK à venir épauler le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. J'adore le foot, Thierry Ardisson. J'adore le foot. Pourquoi ? Pourquoi ? Son vocabulaire, ses expressions, sortir une biscotte, bouffer la feuille, planter sa tente, avaler sa trompette, son sifflet, marquer la culotte. Tout cela me rappelle des souvenirs, des images. C'est un sport d'homme, de sueur. On mouille le maillot, on vise la lucarne, on se troue. Parce qu'au final, Thierry Ardisson, ce qui est important, c'est l'entraînement. Acquérir le bon geste. Où qu'on soit, à l'Hilton, au Sofitel, à l'Ibis, on répète. Parce que l'idée, le but, quelle que soit la surface, qualité du gazon, synthétique, rustique, japonais, tondu, pelé, but, Thierry Ardisson, c'est de la mettre au fond.
La convalescence de Jean-Pierre Pernaut s'éternise, victime d'une mauvaise chute. Le journaliste pourrait être absent encore plusieurs semaines. Ah putain. Qui c'est qui va nous parler de la fête du piment à Espelette, du Corso Fleuri à Tourette-sur-Loup, du lancer de crêpes à Paimpol? Qui c'est qui va nous faire vivre la naissance d'un veau, la fabrication d'une galette, l'insémination artificielle d'une jument? Non, bah à la place, on va avoir une buse, un rabat-joie, qui va nous parler des migrants, de Daesh, du conflit israélo-palestinien. Fais chier, merde! Reviens, Jean-Pierre. Fin de la 26e semaine du goût, l'occasion de se pencher sur les plats préférés de nos leaders politiques. Pour en parler, un grand chef avec l'accent du Sud-Ouest. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thierry, mais les chefs cuisiniers à la télé, ils ont toujours l'accent du Sud-Ouest. C'est vrai, depuis Maïté. Même avec de la merde, l'accent du Sud, tout à coup, ça a l'air bon. Nadine Morano, c'est évidemment la quiche lorraine classique, ou alors la blanquette de veau, sauce blanche, sans aucun colorant. Le colorant gâche le produit, l'altère, le dénature. Marine Le Pen, on est sur les mêmes recettes, plats régionaux du terroir, 100% de chez nous, reflet de France, ou alors la joue de porc, un retour à l'enfance, l'impression d'embrasser son père. Toujours. Toujours dans la cuisine de l'extrême Jean-Luc Mélenchon, c'est le label rouge, la viande qui saigne, amateur du gibier, il supporte pas qu'on dégraisse. François Hollande, c'est les desserts, baba, îlot flottante, tous les trucs congelés, inconsistants, avec un problème pour choisir l'ingrédient, se décider, incapable de lier une sauce. Sarkozy, c'est une cuisine de riches, de nantis, produits de luxe, truffes, caviar, avec toujours cette volonté de bouffer l'assiette de l'autre, de présider la table. En résumé, Thierry, ce qu'on peut dire, c'est que toute cette tambouille, cette mélasse, elle est lourde à digérer, et qu'elle nous donne des hauts le cœur, et que de plus en plus, les Français rêvent d'une cuisine légère, conviviale, pétillante, qui ne soit pas faisandée par des chefs qui pensent d'abord à leur petite popote personnelle. À bientôt. Bravo, c'était Stéphane Guillon, que vous retrouvez ici dans 2 semaines. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. Christophe Beaugrand, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Christophe Beaugrand. Et voilà, on passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Linda de Souza, rebonsoir. Alors, Théolinda Jocaina de Souza Lancha, ça c'est votre vrai nom, hein? Théolinde Joaquine de Souza Lança. Ah, c'est joli, hein? C'est normal avec l'accent. Ah, c'est toujours mieux. Alors, vous êtes né le 22 février 1948 à Beringel. 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 Bravo, on dirait un vrai portugais. Ouais, je suis très poilu. Alors... Moi aussi. Alors, vos parents, qui auront 11 enfants, travaillaient dur dans les champs. Et votre problème, en fait, c'est que votre mère ne vous aime pas. C'est-à-dire que quand vous approchez d'elle, vous avez droit à un regard comme ça qui dit, en gros, « Laisse-moi tranquille ». Vous l'appelez Victoria, vous voyez, il n'y a vraiment pas de relation fille-mère. Hein. Et pourquoi elle ne vous aimait pas? Je l'ai découverte à l'âge de 60 ans. Parce qu'avant qu'elle nous quitte, Victoria m'a donné un petit bout de papier avec une photo. Et maintenant, je cherche ma vraie mère. Ah! Ça, personne ne le savait, c'est pour ça. Moi non plus, mais maintenant... On l'apprend aujourd'hui, en fait. Ouais. Exactement. Alors, au début des années 50, votre famille va s'installer à Lisbonne. Votre mère trouve une place de bonne chez une dame qui accepte d'héberger tout le monde, mais dans une petite chambre. Ce qui fait que pendant que votre mère travaille chez cette dame, vous attendez dans un jardin public qu'elle ait fini de travailler. Exactement. Alors, quand votre mère tombe malade de la tuberculose, vous avez 5 ans, vous vous retrouvez dans un orphelinat, vous allez y rester 6 ans, et quand elle vient vous récupérer, quand même, après toutes ces années, elle n'a pas changé. En fait, elle vient vous chercher parce qu'elle a juste besoin d'aide à la maison. Alors, vous faites le ménage, la cuisine, la lessive, et alors tous les jours,
Vous allez à pied chercher à manger pour toute la famille, 5 km et demi dans un sens, 5 km et demi dans l'autre. Exactement. Gamelle de soupe et 3 pains. Ça n'empêche pas votre mère d'être très très dure avec vous. Elle vous traite de putain toute la journée. Et elle encourage votre père à vous taper dessus. Et il s'en prive pas, votre père. Hein. C'était comme ça. J'étais l'étrangère. Voilà. L'étrangère. Alors un soir, c'est votre anniversaire, vous tombez sous le charme de Fernando Silva. Il était beau? J'avais 19 ans. Ouais. Il m'a regardé. Voilà. On me remarquait. Ouais. Et voilà. Le 23 juillet 1968, vous accouchez de votre fils, Jeannot. Oui. Là, votre but, c'est de vous installer en France. Hein. Vous n'en pouvez plus du Portugal, vous n'en pouvez plus de votre famille, vous voulez être loin de votre mère et de tout ça. Alors, vous débarquez donc à Paris en 1970, avec dans une main Jeannot et dans l'autre, la fameuse valise en carton, quoi. Devenue mondialement célèbre. Vous trouvez du boulot comme femme de chambre dans un hôtel, la patronne vous loge, et c'est là que vous rencontrez Doudou. Un monsieur plus âgé que moi. Il avait combien d'années de plus que vous, Doudou? Oh, écoutez, pour être très honnête avec vous, je pense qu'il pouvait être mon grand-père. Ah ouais. Mais il m'a regardé. Ouais. Pareil. Voilà. Alors au départ, il vous engage pour faire le ménage, et puis après, bon... Ta tendresse, et tu m'as aidé beaucoup. Voilà. Ouais. Mais j'avais honte de moi. Oui, parce que vous aviez le sentiment de vous prostituer. Non, non, c'est pas de la prostitution. C'est devoir profiter financièrement de quelqu'un. Parce que prostitution, je me suis jamais... Bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le sugar daddy, quoi. Voilà. C'est un vieux qui vous aime bien, qui vous entretient, Voilà. qui vous file un peu Mais de moi, blé. je voulais... Personne ne m'a obligé de le dire. Ouais. Il n'y avait que moi qui savais Il ça. y a que vous qui le saviez. Alors, là, ça commence à aller mieux. Vous bossez dans un hôtel pas mal, au Grand Hôtel, rue Scribe, juste à côté de l'Opéra. Vous apprenez le français en lisant Nous deux. Et grâce à Doudou, vous installez dans un 2 pièces à Clichy et vous inscrivez Jeannot à l'école maternelle. Donc là, ça commence à aller pas mal. Et un jour, un voisin vous fait découvrir un bistrot qui s'appelle Chez Louisette. Hein, c'est un restaurant au Puce de Saint-Ouen. Et là, vous chantez pour la première fois en public. Dans ces allées à Saint-Ouen, j'ai entendu des guitares. J'ai dit, des guitares? Je rentre, puis il y avait une jeune femme qui chantait comme Piaf. Et à un moment donné, je demande au patron, est-ce que je peux chanter moi aussi? Et me voilà. Et, voilà. Et à l'époque, vous chantiez beaucoup Gigi Lamoroso. Ah, je vais vous raconter, avant de commencer, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis. Ah oui, je suis une grande fan de... Alors, peu à peu, votre notoriété augmente et en 1978, vous passez de l'aspirateur au micro. Vous faites la connaissance de Vline Bugui, qui est une grande parolière, qui a beaucoup travaillé avec Claude François, enfin, traduit beaucoup de chansons américaines. Elle écrit vos premiers textes. Vous sortez votre premier 45 tours, Le Portugais, qui est un gros succès. Vous êtes produit par Claude Carrère à l'époque, et vous passez évidemment, comme tout le monde, sauf moi, chez Michel Drucker. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Ah. Et alors ensuite, après ce premier 45 tours, vous enchaînez avec un album, vos premiers concerts, et vous vous installez dans le 16e arrondissement quand même. Il y avait des gens qui me prenaient pour le concierge parce que j'étais au rez-de-chaussée. Mais malheureusement, Linda, c'est là aussi que s'organise la valse des vautours. Vous n'avez même pas de compte en banque, et il faut dire, vous ne vous souciez pas des problèmes financiers, vous. Je ne comprenais rien. C'est pas que je m'en foutais, Thierry. Je ne savais pas. On s'occupait de moi. C'est comme Doudou, c'est comme le père de mon fils. On me regarde, on m'aime. Et voilà. Alors en 1981, vous rencontrez Raymond Robinet, un éclairagiste qui devient rapidement votre concubin.
Il a 24 ans, vous en avez 33 quand même. Ouais. Attendez, il fallait bien que je me rattrape. Oui. Et c'est vrai que ce Raymond Robinet devient rapidement indispensable. Alors pendant ce temps, vous enchaînez les tubes, La fille qui pleurait, Tiroli, Tirola, Lisboa, Face à face, L'étrangère, enfin bon, des tubes énormes qui à l'époque cartonnaient à donf. Aznavour écrit pour vous, Jean Ferrat écrit pour vous. Le jour de votre premier Olympia, c'est le 20 janvier 1983. Vous savourez enfin, Linda, votre revanche sur la vie. Toute la famille est là. Ils sont tous venus. Ils sont tous fiers de vous, sauf votre mère. Vous savez, ce que j'ai compris maintenant, des choses que j'ai découvertes, je comprends. Oui. Puisque mon père m'a fait avec une autre. Ben voilà. En 1984, vous publiez chez Carrère-Lafont La valise en carton. Le conte de fées devient un phénomène de librairie. Incroyable, vous allez en vendre 3 millions. Le livre est adapté en comédie musicale, en série télé. Tout le monde vous dit, Linda, tu vas gagner des millions. Hélas, en 1987, vous vous retrouvez sans argent. Vous découvrez que la comédie musicale et la série télé, vous n'avez pas les droits SACD. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé sur ces deux projets ne vous ont pas déclaré, en fait. Vous savez, je ne connaissais pas tous ces, la SACD, toutes ces choses-là. Vous voyez, moi, je suis fâché avec les chiffres. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'est pas comptable qu'on n'est pas intelligent. Hein? Non. En 1993, vous vous séparez de Raymond. Vous avez le sentiment qu'il prenait un peu d'argent, Raymond, quand même, non? J'ai eu cette petite intuition, j'ai dit, allez, je veux rester seule. Linda, il faut bien que quelqu'un l'ait pris à un moment, cet argent. Il ne s'est pas évaporé. Oui, mais il ne peut pas être une seule personne. Non, mais c'est peut-être un complot, on ne sait pas. Bon. Alors aujourd'hui, donc après 20 millions de disques et 3 millions de livres, vous vivez avec une petite retraite, 400 € par mois. Vous dites, j'ai même pas de quoi acheter à manger à mon chien. Tommy, c'est toujours Tommy, votre chien? Oui, c'est mon petit Tommy. J'ai eu un petit cri de cœur parce que, vous savez, parfois, je me sentais seule. Mais oui. Mes petits-enfants, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. L'amour de ma vie, mon enfant. C'était la plus belle douleur de ma vie, c'est l'accouchement de mon enfant. Oh, Seigneur. Et vous faites des galas, quand même? Oui, là, c'est une grande, grande joie de refaire la scène. La scène, c'est ma maison. De valises en carton sur la terre de France. Un Portugais vient de quitter son Portugal. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Natacha Polony, Frédéric Lopez, Christophe Beaugrand, Bruno Roger Petit et Linda De Souza. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.